Donc bonjour, on est heureuse avec Julie de vous retrouver en ce vendredi. Alors chez moi, c'est plutôt la pluie. Chez toi, Julie? Pareil. Pareil. Bon, bah écoute, voilà, le soleil dans le cœur, c'est bientôt le printemps, on est contente. Bref, donc aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet important qui sont en fait, alors c'était un peu difficile de trouver vraiment le titre, hein, Julie, de ce live, mais finalement, c'est les négligences des cliniques de PMA à l'étranger qu'il ne faut pas laisser passer. En fait, c'est un petit peu les choses qui sont récurrentes de certaines cliniques où on se dit vraiment là, non, quoi, c'est pas possible, faut faire attention. Alors c'est vrai que souvent, bah, il y a certaines choses qui arrivent quand on est déjà engagé dans une clinique, mais l'idée, c'est de vous parler des choses aussi qu'on peut déjà voir quand on n'est pas forcément tout de suite engagé dans la clinique, quand on a un prospect, et des choses peut-être auxquelles on peut faire attention et qu'il ne faut pas laisser passer. On a aussi envie de vous donner quelques noms. Alors, c'est vrai que alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, le but, ce n'est pas du tout de parler sur le dos des cliniques parce que en fait, y a beaucoup de cliniques, il y a beaucoup de cliniques de valeur. Euh, pour deux personnes différentes, un traitement, enfin une expérience dans une clinique peut être différente. Pour une personne, ça peut super bien se passer, comme pour une autre, pas du tout. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a voulu avec Julie, c'est vraiment parler des choses qui sont plutôt récurrentes, des cliniques où on entend vraiment des mauvaises choses de manière répétée parce que on a aussi des cliniques avec lesquelles on travaille où des fois tout ne se passe pas, c'est pas tout rose, hein, il y a toujours, ouais, il peut y avoir des soucis de communication, ça peut pas être exactement comme on veut, on peut avoir une idée de comment ça doit être, puis c'est pas comme ça. Donc le but, c'est pas forcément de parler de ça, c'est un peu de faire le tri entre vraiment les négligences, donc ce qui est récurrent, ce qu'il ne faut pas laisser passer, et les petits couacs qui peuvent arriver. Nous, on peut aussi être là, c'est un peu le but aussi de Art Fertilité, quelle clinique, c'est que quand on vous propose de faire un traitement dans les cliniques avec lesquelles on travaille, alors d'une part, c'est des cliniques qu'on a checkées, qu'on a regardées, on les a analysées. Après, on ne peut pas tout analyser non plus. On n'a pas faire de traitement dans ces cliniques. Donc, avant de faire un traitement, c'est compliqué. Par contre, on a aussi des liens privilégiés avec les personnes dans ces cliniques. Donc, s'il y a un souci, on peut aussi derrière appeler, tirer une question au clair. Et puis, il y a la force du groupe aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes seul face à un problème avec une clinique, en fait, en gros, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Je m'étais renseignée à un moment s'il y avait une association justement qui s'occupait de se qui s'occupait des litiges avec les cliniques, et il n'y a pas. En fait, c'est compliqué. Et c'est pas le but, c'est pas notre but hein, aujourd'hui du tout. Mais par contre, quand il y a un problème avec une clinique, nous, on a quand même des réseaux, on a des gens qui nous regardent, donc on peut toujours dire, écoutez, faites attention parce que là, si on n'arrive pas à régler ce souci-là, on peut en parler sur nos réseaux et ça peut vous faire une mauvaise pub. Donc, de nouveau, ce n'est pas le but, hein, mais ça peut être un argument. Et de nouveau, le lien qu'on a avec les cliniques. Alors, on commence à parler des cliniques. Alors, ce qu'il faut savoir, juste pour situer un petit peu les choses, en Espagne, je le dis toujours parce que comme ça, on se rend compte, il y a plus de 300 cliniques. En Espagne, je crois qu'il y a 330 et quelques, et il y en a plein qui poussent tout le temps. Donc, il y a des cliniques de différentes tailles. On appelle cliniques, alors c'est le cas en Espagne, hein. En République tchèque, il y en a un petit peu moins. Enfin, le pays est plus petit, c'est une trentaine. Mais du coup, il y a plein de cliniques, il y a plein d'entités qu'on appelle cliniques, des grosses structures comme des toutes petites où c'est juste un laboratoire, où c'est un bureau qui utilise un laboratoire d'une autre clinique. Et du coup, voilà, on ne peut pas tout connaître, on n'a pas toutes les informations, mais voilà ce qui revient souvent. La première chose, et ça c'est une chose, nous, qu'on privilégie dans le travail avec les cliniques partenaires, c'est la personnalisation du traitement. Parce que c'est vrai que, c'est vrai que quand vous êtes une situation facile, quand il y a un don d'ovocytes notamment, souvent c'est le même traitement et souvent ce traitement marche. Donc ça se passe bien et dans un grand pourcentage des cas, ça se passe bien. Néanmoins, si vous êtes une patiente où ça se passe un peu moins bien, parce que souvent quand on a recours au don d'ovocytes, c'est que soit on a une qualité
d'ovocytes qui est jugée trop mauvaise pour faire une FIV avec ces ovocytes, soit l'AMH est trop basse. Donc, on se dit, on va juste remplacer les ovocytes avec une donneuse et juste le fait de faire ça va permettre de concevoir. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours comme ça, n'est-ce pas, Julie? C'est que souvent, il n'y a pas que seulement un problème. Souvent, les soucis sont multifactoriels. Et quand il y a un problème d'implantation, bah, en plus du problème d'ovocytes, il y a un problème d'implantation, du spermogramme, d'équilibre immunitaire, hormonal, etc. Alors, je ne dis pas forcément que c'est le travail de la clinique de tout s'occuper de ça, parce que nous, on est aussi là pour vous aider là-dessus, mais la clinique doit aussi vous proposer d'autres protocoles. C'est-à-dire que vous avez un endomètre qui ne pousse pas. Moi, j'ai eu plusieurs fois des cliniques, des mauvaises cliniques, un endomètre qui ne pousse pas, ben, on continue, on fait le même traitement, on attend. Hein, tu l'as eu ça aussi, Julie? Ouais. Voilà. C'est qu'il faut que la clinique, elle s'intéresse au problème et qu'elle recherche la cause. Exactement. Parce que certains, ils vont se baser sur l'AMH, ils vont mettre leur protocole en place et ils ne vont pas regarder autour. Parce que souvent, on se dit, je vais faire une FIV d'eau, vu que j'ai une AMH basse, ben forcément, ça va fonctionner. Mais il peut y avoir un problème d'endomètre qui fait que l'embryon ne s'implante pas, même avec un embryon de super qualité. Exactement. Donc, que le transfert avec l'ovocyte qui compte. Donc, en fait, il faut avoir une clinique. Alors, souvent, dans le premier, il faut pas confondre. Le premier essai, souvent, on donne un traitement standard parce que dans la plupart des cas, ce traitement, il est efficace, il marche. C'est-à-dire, on donne une certaine dose d'œstrogène, ensuite progestérone, et ça se passe bien. Maintenant, si ce premier traitement ne se passe pas bien, bon, éventuellement, un deuxième pourrait ne pas bien se passer, mais quand on a 2 traitements qui ne sont pas réussis, là, il faut quand même faire des propositions. Alors, ça peut être soit des propositions pour changer justement d'approche. Il y a plusieurs. Alors, de nouveau, ce n'est pas à notre rôle parce que ça, c'est vraiment le côté médicament, mais ça peut être utiliser d'autres médicaments, des œstrogènes par patch au lieu de prendre des œstrogènes par voie orale. Si c'est une question de taille d'endomètre, ça peut être proposer des scratchings, ça peut être... Alors, moi, j'ai plein d'expériences comme ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire sur un endomètre fin au niveau de la médecine. Typiquement, même faire un cycle de FIV, même si on sait que les ovocytes ne sont pas de bonne qualité et qu'on ne va pas on ne pourra pas les utiliser, on peut faire un cycle de FIV pour stimuler l'endomètre parce que souvent, il marche bien quand c'est ses propres œstrogènes, parce que quand on fait un cycle de FIV, on fabrique des œstrogènes qui sont naturels. Donc, là, ça marche. Mais quand on prend des œstrogènes artificiels, ça ne marche pas. Après, on peut mettre des traitements pour liquéfier le sang, style aspirine baby, des choses comme ça, voilà, pour que ça passe. Et puis, nous, on vous propose aussi des choses naturelles, de l'aide, ça peut être aussi une barrière psychologique, ça peut être une barrière nutritionnelle, etc. Donc, il y a plein de choses à faire. Mais disons que ce qu'il faut, c'est qu'au moins la clinique puisse se dire, voilà, ce traitement ne marche pas et on peut ajouter quelque chose. Au moins, vous fasse des propositions et voient le global, en fait. Ou des examens complémentaires s'ils n'ont pas été faits. Exactement. Alors après, par rapport à l'endomètre, alors là, on n'est plus sur la taille, mais on est plutôt sur la qualité de l'implantation, les fausses couches. Effectivement, pourquoi pas proposer des tests. Alors ça, souvent, les cliniques le proposent et pouvoir mettre en place des protocoles un petit peu différents. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu dans certaines cliniques, alors et c'est toujours les mêmes en fait, au 3e transfert, le patient demande à prendre l'aspirine baby et la clinique dit non, non, vous faites le protocole. Alors, bon, en l'occurrence, l'aspirine baby, l'ajouter, ça peut être... c'est pas trop dangereux de le faire soi-même, mais il faut, normalement, tout ça doit se faire sous le couvert d'un médecin et on veut que ce soit la clinique quand même qui le propose. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce point? Non, après oui, effectivement, moi-même en France, je vois des gynécos qui font 5-6 transferts et le même protocole. Hein. Donc c'est pareil, quand on est en France, des fois, il faut se poser la question, même si les 4 FIV ne sont pas terminés, est-ce que c'est pas nécessaire d'aller en Espagne pour changer justement ou changer de centre?
Mm. Parce que bon. Alors, ouais, je suis d'accord avec toi tout à fait. Après, on discutait de ce sujet justement avec Dr Nézal qui nous aide sur Fertiline. Et elle disait, et la réalité est qu'il n'y a finalement pas beaucoup de protocoles différents au niveau de la FIV. Là, on parle vraiment de la FIV. Ouais. Et que finalement, les médecins, bon, déjà, souvent, ils en connaissent. Ils ont l'habitude de travailler avec leur protocole. Ça, c'est une chose aussi. Ouais. Ça, je te rejoins. C'est qu'il y a des médecins qui sont à l'habitude de travailler avec un protocole, ils ne connaissent pas les autres, ils ne savent pas, en fait, ils n'ont pas étudié la réaction, puis ils n'ont pas envie de faire, en fait, de l'expérience, ce qui est aussi pas mal d'un côté. Donc, ça vaut la peine de changer de médecin et de changer et d'aller éventuellement à l'étranger, effectivement. Après, c'est vrai qu'au niveau des protocoles de FIV, notamment, il n'y a pas tellement de protocoles différents qu'on peut faire. Souvent, on adapte le protocole à la situation, à l'AMH notamment. Et du coup, et c'est là où le docteur Nézal nous disait, c'est là où c'est important de travailler le terrain. Oui. Bon, c'est pas Mais le bon, sujet il y en d'aujourd'hui, a peut-être au moins 2 protocoles. mais je suis d'accord. On peut changer de molécule. Oui, voilà, c'est ça. Parce que quand je vois des protocoles gonal, au vitrel et c'est tout, il y a quand même d'autres solutions, quoi. Même moi qui suis pas gynéco, j'en Non, connais d'autres. c'est clair qu'on peut, il y a quand même, et puis même dans les médicaments qui se ressemblent, typiquement Ménopure, et puis il y en a un autre qui a des noms similaires, ça diffère juste un tout petit peu la molécule, et ça peut juste, Oui, je ça sais qu'il y a fait certains médecins qui tentent, hein, qui se disent, je vais juste changer la molécule pour voir s'il y a une ça réaction différente, ou combiner deux molécules. Je sais qu'en République tchèque, ce qu'ils font souvent, c'est combiner un gonalef parce qu'il est un peu plus puissant, avec un ménopure parce qu'il y a du LH en plus, ça Ouais. reste scientifique, mais disons qu'ils combinent deux molécules parce qu'ils savent le faire. Et ça, c'est souvent aussi, c'est qu'à l'étranger, il y a des protocoles, ils ont plus de personnes, donc ils Oui, peuvent c'est ça. tester des protocoles différents, puis du coup, ils ont cette curiosité, cette envie d'aller plus loin. C'est Ça, c'est ça. sûr. Après, ça dépend du médecin. Effectivement, il y en a qui veulent aller loin, d'autres moins. Voilà. Mais quand même, on voit quand même que l'Espagne est quand même plus avancée que la France, par exemple. Ça, clairement. Clairement, ouais, tout à fait. Et je pense qu'on fera d'ailleurs une fois un live sur la différence entre la PMA à l'étranger et la PMA en France ou en Suisse, parce que c'est un Ouais. peu le même combat en Suisse, hein, donc je te rassure. Ok. Ensuite, le deuxième point dont vous voulez pour parler, parce qu'on voit souvent sur le groupe des choses, et nous, les cheveux se dressent sur la tête, des délais pour des transferts, des dates de transfert qui dépassent. Alors, au début, on a voulu mettre 6 mois pour être gentil. Après, réellement, c'est même plus que 3 mois, hein, parce que normalement, dans une bonne clinique qui a une bonne base de donneuses, donc qui a qui peut vous proposer suffisamment de donneuses, vous avez un traitement dans les 3 mois pour autant que vous ayez tous les examens qui sont faits, hein. On est d'accord que s'il faut faire des examens de votre côté, ce délai peut se rallonger. Mais admettons que tous les examens soient faits, normalement, une bonne clinique peut vous proposer un traitement, je dirais même 2, mais on va pas s'avancer trop, 3 mois. Et c'est vrai qu'on voit sur le groupe des gens, des fois, qui nous disent, ouais, mais moi, ça fait déjà 6 mois, 9 mois que j'attends et j'ai toujours pas eu de transfert. Alors, c'est souvent le cas dans des grosses cliniques, et on va le dire, hein, c'est Ivy Eugène, voilà, qui sont... Alors, d'un côté, on peut voir ça positif parce que sont victimes de leur succès, c'est-à-dire qu'il y a finalement, on en entend parler beaucoup, donc beaucoup de gens veulent aller chez eux. Mais la question, c'est est-ce que vraiment la qualité est meilleure? Est-ce que vraiment ça vaut la peine d'avoir cette attente? Parce que si on doit attendre effectivement 1 an pour avoir du mieux, ça vaut la peine. Alors, de notre point de vue et aussi du retour qu'on en a eu, on en parlera encore après, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que Ivy notamment, alors c'est pas le cas pour Eugène, mais Ivy, c'est une clinique qui fait énormément de recherches, qui publie énormément. Donc ça, on peut pas lui enlever cette qualité. Oui, en soi, c'est une bonne clinique. C'est juste que Voilà, le suivi, il y a tellement de monde qui sont c'est ça. surbookés et que derrière, ça s'en ressent au niveau des patients, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est une clinique qui, d'une part, comme elle publie beaucoup, elle est connue. C'est une clinique aussi, ce qu'il faut savoir quand même, qui envoie des personnes voir des médecins en France, en Suisse, pour recruter en fait des... Alors, les médecins ne sont pas censés faire de lien entre les cliniques. Néanmoins, in fine, Ivy, Eugin sont des cliniques qui sont souvent sur les colloques. Donc, les médecins les voient. On parle souvent avec eux. Et quand un médecin, on lui dit est-ce que vous avez des idées de noms de cliniques à l'étranger, les noms qui reviennent, c'est ces deux. C'est aussi les premiers sur Google, hein, donc c'est facile. C'est aussi les premiers sur Google, donc ça aide. Alors, pourquoi ils sont les premiers sur Google? Aussi parce qu'il y a beaucoup de marketing derrière. Moi, je sais que Eugin, par exemple, moi qui ai travaillé dans le marketing avant, Eugin, je trouve que leur marketing, alors je ne suis plus trop en ce moment, mais il y a quelques années, j'étais vraiment admirative de leur marketing parce que je trouvais que c'était, ils travaillaient vraiment dessus. La question, c'est de se dire, finalement, nous, on a envie qu'une entreprise, une clinique, c'est pas une entreprise, on veut une clinique qui soit marketing. Mais c'est ça, justement, tu dis, on ne veut pas une entreprise, on veut une clinique. Exactement. C'est ça. Donc, c'est là où, et nous, on a eu beaucoup de retours, justement. C'est ce qui nous a d'ailleurs motivé à faire ce live, c'est qu'on a eu beaucoup de retours. Ah, on a perdu Julie, qu'on a retrouvée. On a eu beaucoup on a eu beaucoup de retours justement sur ces deux cliniques avec des choses aberrantes. Et typiquement, une chose, alors ça c'est vraiment le cas pour Ivy, c'est un délai pour un transfert d'à peu près 9 mois à 1 an. Alors, qu'on peut expliquer parce que, notamment, et ça va être un point où on va revenir, où ils demandent une série d'examens immenses qui mettent un sacré temps à faire. Surtout quand on sait que la disponibilité du médecin pas forcément n'est pas au rendez-vous. Et du coup, le temps de faire tous les examens, etc., ça justifie la recherche de la donneuse. Du coup, on se retrouve à ne pas avoir de transfert avant 9 mois, 1 an. Alors, moi, ça m'intéresserait s'il y a des gens qui sont là, qui ont eu aussi des délais, qui sont... si vous pouvez nous dire si vous avez eu aussi des délais comme ça, parce que nous, c'est ce qu'on a eu comme information des personnes qui nous ont contactés, mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des retours directement. Et puis, le prix, c'est vrai que surtout chez Ivy, Eugin aussi est pas mal dans ce cas, c'est des tarifs qui sont beaucoup plus chers. Alors, de nouveau, ça justifie peut-être la recherche, etc., mais ça justifie aussi le marketing. Et au niveau de la qualité du traitement, alors, c'est difficile pour nous de juger, mais finalement, ce qui est important dans un traitement, c'est la qualité du laboratoire. Et ça, il y a quand même beaucoup de cliniques qui ont des bons laboratoires avec des professionnels. La qualité du médecin et le suivi personnalisé. Et ça, chez Ivy, ce n'est pas le cas, ni chez Eugin. Donc là, on émet un doute avec Julie sur le... On n'émet pas un doute, on sait que ce n'est pas un suivi personnalisé. Et du coup, on émet un doute sur la capacité de cliniques comme ça à vous prendre en charge, surtout s'il y a des difficultés. Alors peut-être si c'est juste un problème ovocytaire, qu'il y a une donneuse, qu'on fait un transfert, ça peut marcher. C'est aussi, je pense que c'est la majorité de leurs patients. Voilà. Mais sinon, ça peut poser problème et on peut y perdre des sous et on peut y perdre l'énergie. Qu'est-ce que tu dis? Du temps. Voilà. Et même, nous, on s'est retrouvés, alors c'était plutôt sur Eugin, avec des personnes qui n'avaient pas eu de transfert. C'est-à-dire que se dire, et là, on va parler d'une chose qui est super importante, c'est les garanties. Parce que maintenant, alors, dans le passé, il y a 2-3 ans, les cliniques avaient l'habitude de garantir des ovocytes. Il y en avait quelques-unes qui garantissaient des embryons. Moi, je disais, attention, vraiment, vaut mieux avoir 1 ou 2 embryons garantis que 10 ovocytes. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Ce qu'on veut, c'est des embryons et des embryons de qualité. Alors, quand on dit de qualité, ça doit donc être des blastocystes et qu'on vous dise qu'ils soient de qualité 1 ou 2. Alors, il y a des grades différents selon les pays, donc on ne peut pas vous donner des explications, au moins que ce soit des ovocytes, des embryons de bonne qualité.
et que si jamais ils n'obtiennent pas ces embryons, par exemple, vous prenez une garantie avec 2 embryons, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vous fait 10% sur le prochain cycle? Ça, ce n'est pas tout à fait correct. Normalement, s'il n'y a pas les 2 embryons, les 3 embryons qui ont été promis, là, normalement, la clinique est censée refaire un cycle pour vous redonner des embryons et potentiellement, vous aurez encore plus d'embryons. J'ai eu le cas notamment avec le Portugal où il y avait cette garantie 3 embryons à l'époque. J'ai eu une personne qui a eu, j'ai eu d'autres cas, mais j'y pense maintenant, qui a fait un transfert, ça n'a pas marché. Donc, elle avait une garantie de 3 embryons. Elle a pu obtenir que 2 embryons du cycle, parce que il y a aussi le facteur de la qualité du spermogramme de monsieur, puis la donneuse, il n'y a eu que 2 embryons. Elle a fait premier transfert, ça a été un échec. Deuxième transfert, elle a fait, ça n'a pas marché. Et la clinique, en fait, comme elle avait pris cette garantie 3 embryons, lui a offert en fait un cycle gratuit, parce que c'était la garantie. Et là, elle a pu obtenir encore 3 embryons. Donc, au total, elle en a eu 5 pour le prix de 3, en fait. Et le troisième transfert était un succès. On dit d'ailleurs, normalement, c'est un peu les statistiques des cliniques, c'est qu'il faut, c'est 60% le premier transfert, 90-90% pour 3 transferts. Donc, normalement, avec 3 embryons, vous devriez être quasiment sûr à 90% d'avoir une grossesse évolutive. Après, de nos jours, je trouve qu'il y a une tendance à ce que ce chiffre diminue, honnêtement. Mais je ne sais pas si on n'est pas non plus, on n'accompagne pas des quantités astronomiques de personnes. Donc peut-être sur la quantité, ça marche. Mais c'est vrai que les personnes qui se tournent vers nous, des fois, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc vraiment, faire attention Alors maintenant, la plupart des cliniques proposent une garantie d'embryon. On peut choisir suivant le prix qu'on est prêt à payer s'il y a 1, 2, 3, 4, 5 embryons. Évidemment, c'est un prix différent. Et c'est vrai que ça vaut la peine de réfléchir un petit peu en amont en se disant, 2 embryons, c'est peut-être limite. Parce que normalement, à 2 embryons, on n'est pas à 80% de chance. 2 embryons, alors je ne sais pas à combien, parce que je ne connais pas le chiffre ça doit être une multiplication. C'est des stats, en fait. Je n'ai pas le chiffre en tête. Si quelqu'un est super bon en stats, voilà. Mais disons que une garantie 3 embryons peut être à ce stade intéressante. Il y a aussi une garantie, on n'a pas mis forcément dans cet ordre, mais je me dis que ça va bien d'un truc à l'autre comme ça. La garantie bébé ou grossesse aussi. Parce que maintenant, ça devient un peu la mode de proposer aussi des garanties. Alors, il y a des garanties grossesse, et c'est important de savoir à quel stade de la grossesse. Parce que si c'est une garantie grossesse, PTHCG, c'est un peu facile. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, vous le savez, malheureusement certaines, entre 6 semaines et 12 semaines. Il y a des garanties à 12 semaines. Il y a des garanties grossesse évolutive, qui sont un peu plus, et il y a des garanties bébé à la maison. Et ça, il y a de plus en plus de cliniques. Là, on a Reprofit qui propose cette garantie bébé à la maison en un cycle. Donc ça, c'est assez... Voilà. Sinon, remboursement. On discute maintenant et on va vous les présenter dans 2 mois. C'est Fertilab qui a aussi cette garantie bébé à la maison en 3 cycles. Et je crois qu'il y a d'autres cliniques après. Les autres... Alors, Quirónsalud, c'est bébé à la maison, mais c'est un petit peu différent. C'est-à-dire, il y a c'est une remise sur le transfert si jamais le premier ne marche pas. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites un cycle de don d'ovocytes et si ensuite ce cycle ne marche pas, vous payez que les transferts. Et les transferts, c'est 1 700 € à peu près, je crois. Et c'est assez... C'est-à-dire que vous n'avez plus de nouveau à débourser ce gros paquet de 7 000, 8 000 € pour le don d'ovocytes. Et à chaque transfert, vous avez 1 700 €. Donc ça, c'est vrai que c'est une garantie. Il faudrait d'ailleurs qu'on les invite à venir parler avec nous. Après Fertilab, ça serait Quirónsalud. C'est ça. On va vous faire ça. C'est notre projet, tous les mois, de vous faire venir des cliniques. Donc, ça, c'était faire attention à cette garantie. Déjà, savoir qu'est-ce qui est garanti, donc quel stade et qu'est-ce qui est garanti.
Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on vous rend? Il y a certaines cliniques, alors notamment Reprofit, qui vous remboursent la totalité. Je crois Fertilab, si j'ai bien vu, ce n'est pas la totalité, c'est une partie. Ce qui est tout à fait justifiable par le fait que quand même, ils font un énorme travail avec 3 FIV avec don d'ovocytes. Je me rappelle avoir vu un coût à peu près de 19 000 € pour la garantie bébé à la maison. C'était ça, 19 000 et quelques. Et Ouais, ils 19 900, donc on peut dire 20 000 même, je pense. voilà. Mais tu vois, moi, tu vois, c'est bien le marketing parce que tu vois, j'ai vu 19 900, mais moi, je me rappelle de 19. Donc, ils ont bien joué. Non, mais c'est comme ça qu'on fait. Nous aussi, on fait nos prix comme ça. On va dire tout le Oui, monde. oui. Et je crois qu'ils remboursent 13 000, je ne sais pas combien, si jamais c'est un échec, ce qui est d'une certaine manière logique parce qu'ils vous promettent 3 cycles, je veux dire, ils engagent quand même pas mal de frais. Donc, je comprends dans cet état d'esprit qu'ils conservent quand même une partie. C'est quand même un bon deal. Voilà. Après, bon, je reviens, c'est toujours le baby guarantee de Reprofit. Mais le problème des baby guarantees, c'est effectivement que si on a une pathologie, si on a adénomiose, un surpoids, Ouais, si on c'est pas a... possible. Ouais, c'est pas possible. Et ça, je comprends aussi parce que c'est un risque qui est trop fort. C'est un plan de partage de risque, en fait, tout ça. J'avais écrit un article sur FIF.fr à ce sujet. Et là, c'est un peu une assurance. Et l'assurance, si vous êtes un risque trop fort, ben, elle ne veut pas vous prendre. Voilà. Oui, justement, il y a quelqu'un qui nous disait le risque partagé de Reprofit. Il y a un autre contrat par rapport au baby guarantee ou... Non. Alors, Reprofit, d'emblée, c'est 2 embryons garantis. Mais non, le partage de risque, c'est le baby guarantee. Ok. Ouais, c'est le plan de partage de risque de Reprofit. Enfin, sauf s'ils ont... Mais non, voilà. Ok. Je ne pense pas qu'ils en ont d'autres. C'est celui-ci. Il est bien, mais comme je disais, ben voilà, il y a quand même Oui, il y a des exclusions. mais voilà, ça fait partie du truc et c'est normal en fait. Ouais. Je voyais aussi le délai de réponse au mail. Alors, Julie, toi, tu voulais vraiment faire aussi la distinction entre le délai de réponse quand on n'est pas encore engagé dans un traitement et les délais de réponse quand on est dans le traitement. Ça, c'est clair. Surtout pour les délais de réponse médicale, entre guillemets, sur des questions de problèmes de médicaments, quelqu'un qui se trompe, qui n'a pas fait l'injection à la bonne heure, qui est en panique ou qui a son patch de Viveldot qui est tombé sous la douche. Donc, ce genre de problème où on est facilement en panique pour des médicaments ou des problèmes comme ça, une rupture de stock sur un médicament aussi. Pour moi, je trouve que c'est pas normal qu'il y ait un délai de réponse de 1 mois sur certaines cliniques pour ça, quoi. Alors, normalement, et je dis bien normalement, alors, les bonnes cliniques ont un standard téléphonique sur lesquels on peut appeler, qui répondent. Il y a toujours un médecin. Alors, je vous donne des exemples. On a Vida Fertility ou Sophie, qui est vraiment la personne attachée au patient, qui est vraiment toujours disponible et tout ça. Elle nous a dit, moi, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est vrai que ça peut rassurer parce que ça veut dire qu'on a un problème, on a tout de suite une information quand on est dans le traitement. Et puis, Reprofit, alors c'est un tout petit peu plus complexe, mais ça reste quand même hyper accessible. C'est qu'ils ont une ligne 24 heures sur 24. Il y a toujours un médecin en fait qui est là. Le seul souci, c'est effectivement Reprofit, il ne parle pas toujours français, le médecin. Donc, il faut se faire soit accompagner d'une amie qui peut parler anglais, soit moi, ce que ça m'est arrivé, alors heureusement jamais la nuit, mais ça m'est arrivé des fois de téléphoner le week-end à Reprofit pour des personnes que j'accompagnais parce qu'il y avait une question urgente. Donc, c'est vrai que s'assurer, c'est vrai que ça, on n'avait pas mis, mais être sûr que la clinique, finalement, a une ligne d'urgence. Quand on est en traitement, comment on fait pour avoir une réponse? Parce que l'email, alors, normalement, ça marche bien. Dans la plupart des cliniques, les coordinatrices sont au courant que vous faites votre cycle, etc., vous répondent. Maintenant, les coordinatrices, le week-end, ne travaillent pas, ça c'est sûr.
Et bon, on n'est jamais, on sait jamais, elle est malade, etc. Normalement, il faut qu'il y ait un bon flux. Et après, il y a les réponses aux emails, effectivement. Alors déjà, quand on est prospect, ça c'est une chose. Et ça, je dis, il faut faire attention parce que souvent, j'ai des gens qui me disent, ouais, j'ai contacté telle clinique, mais ça fait 2-3 semaines que je n'ai pas de réponse. Alors, nous, on peut, avec Julie, justement, accélérer les choses. Hein. Ce qu'on fait souvent, c'est que quand des personnes nous disent ça, et ça peut arriver, enfin, moi aussi, j'ai malheureusement beaucoup d'emails et des fois, il y a des gens qui me disent, au fait, j'ai pas reçu de réponse. Voilà, je ne vais pas m'offusquer, il vaut mieux redemander. Nous, on peut, avec Julie, aussi pousser. Hein, on a les contacts assez privilégiés avec les cliniques, donc on peut leur demander si vous n'avez pas eu de réponse. Après, c'est vrai que quand on est prospect, il faut se dire qu'il peut quand même avoir un délai de réponse. Et alors, là, je dirais que c'est à contrario. Alors, d'un côté, il ne faut pas avoir trop de délai de réponse et même carrément pas de délai de réponse quand on est dans un traitement. Quand on est prospect, on veut un délai de réponse qui soit raisonnable. Après, une clinique qui a un délai de réponse qui est long, ça veut aussi dire qu'elle est pas mal sollicitée. Alors, ça peut être pas mal sollicité dans le bon terme. Ça veut dire que les gens apprécient d'aller là-bas, etc. Donc, il y a certaines cliniques, c'est le bon terme. Il y en a d'autres où on se dit ils sont sous l'eau. Enfin, il faut engager au bout d'un moment. Voilà. Donc, c'est un peu, c'est vrai qu'il n'y a pas un délai qui est, voilà, mais clairement, comme tu dis, quand on est dans un traitement, et c'était ta cliente qui avait eu une réponse de IV au bout d'un mois, si elle pouvait arrêter ses médicaments parce que le transfert n'a pas réussi. Et ça, continuer d'une cortisone pendant un mois supplémentaire, déjà, on n'est pas super content de prendre la cortisone, mais de la prendre un mois supplémentaire, juste comme ça, non, c'est pas ça. Pas cool. C'est pas cool. Alors ça, c'était un exemple de toi, Julie, c'était être appelée pour faire demi-tour parce qu'il n'y a plus d'embryon. Tu peux nous raconter? Alors ça, c'est le problème justement dont tu parlais tout à l'heure, que les gens n'ont pas eu de transfert. C'est un couple qui partait donc depuis Paris de mémoire, qui allait à Barcelone en voiture et qui a été appelé par la clinique en milieu chemin pour dire bon la décongélation ça n'a pas tenu, donc vous faites demi-tour, il n'y aura pas de transfert. Et normalement, si ça n'a pas tenu sur une FIV d'eau, la clinique se doit de retrouver une donneuse et de proposer les 2 embryons garantis Quand ou il y a une plus, garantie, tout à fait. quand il y a une garantie. Sauf que là, pas possible. Donc, ce qu'ils ont proposé, c'est de faire une remise de 15% sur une autre FIV à 8 ou 9 000 euros. Donc, résultat, les gens, ils sont rentrés chez eux, ils n'avaient pas les moyens de repayer un traitement et ils ne sont pas contents. Donc, ils nous ont contactés pour aller vers une autre clinique. Mais du coup, le côté garantie est quand même hyper important de checker les contrats avant de signer quoi que ce soit. Ouais. Vraiment de s'assurer que si il y a un problème du côté de la clinique, on ne peut pas vous donner ces embryons. Eh bien, la clinique, qu'est-ce qui se passe en fait si on ne peut pas vous donner ces embryons? Ça, c'est très important de le savoir parce que voilà, qu'on vous fasse 15% de réduction, non, on refait un cycle gratuitement, clairement. Et puis, ça vaut la peine aussi de savoir d'où viennent les donneuses. Parce que ça, c'est aussi un autre souci dont tu nous avais parlé. C'était le fait il y avait là une ponction synchronisée, puis la donneuse était partie à l'étranger. De nouveau, c'est dans une des grandes cliniques où les relations ne sont pas... on imagine bien, enfin, de nouveau, là, c'est un peu de la supposition, mais on imagine que si les relations patients ne sont pas faciles, les relations donneuses cliniques sont peut-être pas non plus hyper fluides. Et c'est vrai que autant les cliniques justement qui sont peut-être un peu plus petites, qui font justement de l'individualisé, ont vraiment, les donneuses pour eux, c'est une valeur. Déjà, c'est grâce à eux, à elles, qui peuvent avoir des patients. Mais les bichonnes savent où elles sont, ont un lien de confiance avec ces donneuses.
Et c'est vrai que de se dire, ben, la donneuse, elle est partie, elle était en cycle, elle est partie, on ne sait pas où, elle est sortie du territoire, c'est un argument. Et qu'est-ce qui a été proposé dans ce cas-là? Un cycle supplémentaire? Rien. Rien. Ah. En fait, ce qui a été proposé, c'est qu'ils lui ont dit, ben, nous, elle est partie, donc on attend qu'elle revienne pour faire le transfert. Hop, pardon. C'est pas rassurant, hein. Sauf que la cliente, là, aujourd'hui, ça fait presque un an qu'elle attend. Donc, au bout d'un moment, si elle revient jamais, donc là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a carrément transféré les embryons, parce qu'elle en avait quand même 5, et elle a transféré des embryons dans une autre clinique. Et là, Attends, je comprends pas. Elle avait besoin d'une donneuse, en fait? Parce qu'il y avait quand même des... Je comprends pas. oui, Il y a eu des embryons qui ont été fabriqués, quand même? il y a eu des embryons qui ont été fabriqués, mais oui, ils ne pouvaient pas faire le transfert, c'était une FIV d'eau, Ah, mais ils ne sans que pouvaient la pas faire donneuse soit là. Voilà. Sauf que les embryons sont bien à elle. Donc, elle a eu l'accord de les transférer dans une Ah, clinique, mais pas de transfert. ah, d'accord, c'est ça. C'était pas... Ok, d'accord. Ouais. Hum, Ouais, bon, bah, on en apprend. Voilà. Bon, c'est... Ouais. Bref. Ouais, c'est bon. Après, il y a toujours des cas je suis sûre que Particulier. ouais, il y a des cas particuliers comme ça, bon, ça se passe heureusement. Mais c'est vrai qu'on a à répétition des soucis avec ces deux grosses cliniques. On vous parlera aussi d'une autre clinique en République tchèque dont on entend aussi pas mal parler parce que voilà, l'idée c'était de se dire ben voilà, il y a d'autres cliniques, essayez de pas forcément aller dans celle-ci, quoi. Il y a plein d'autres choix. Moi, ce que j'ai aussi eu parfois, c'est des cliniques qui font pression à des personnes pour faire un traitement avant une certaine date. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie pas énormément. Alors, parce que bon, d'abord, on reste quand même le patient, c'est nous qui pouvons décider à quel moment. Et souvent, bon, c'est souvent une question d'âge. Alors, si c'est une question d'âge légal, il n'y a pas de souci, on est d'accord. Mais là, en l'occurrence, c'était pour une FIV. L'âge était déjà, de toute façon, à mon avis, et ça, je l'ai dit à la cliente, le taux de succès de la FIV était clairement, elle était très bas parce qu'elle a 46 ans, elle va sur ses 47. Mais bon, elle a besoin d'essayer au moins avec ses ovocytes une fois et ça peut tout à fait être compréhensible. Par contre, la clinique a dit, OK, on vous fait quand même cette FIV, mais il faut que ce soit avant telle date. Sinon, on ne la fait plus. Et il n'y a pas de base légale parce que finalement, il n'y a pas vraiment de légalité au niveau de la FIV, il n'y a pas de stop légal. Et la clinique ne peut pas faire une pression. La personne me disait, mais moi, je ne me sens pas prête, là, je viens de changer de travail, je ne me sens pas comme il faut, etc. Et je lui ai dit, non, mais là, on va trouver une autre clinique tout simplement qui ne vous mette pas cette pression parce que, bon, que vous êtes 46, que vous êtes 47 et 2 mois, Oui, ça ne change pas trop. voilà, le pronostic n'est pas, Alors, je dis ça, hein, mais j'ai eu des personnes qui ont eu des bébés naturellement à 47 ans, 48 ans. Mais de nouveau, on parle de statistiques et on n'est pas à quelques mois près. Et la pression, on sait quand même que le psychologique n'est pas top. Si elle ne se sent pas de faire un traitement parce que ce n'est pas le bon moment avec son travail, je pense que la clinique n'a pas à faire de pression. Après, il y a la pression aussi, je vous fais 10% si vous signez avant fin mars. Ça, j'ai encore entendu il n'y a pas longtemps. Ouais, ça, je pense que c'est un peu les réminiscences du Covid. On a cette promotion Covid jusqu'à temps si vous signez. Ouais, ça, c'est pas. Bon, ça reste du marketing. Après, bon, ouais, c'est vrai que c'est difficile de se dire à quel moment on est quand même dans du médical. Ouais. Et c'est vrai que on le sait, hein, malheureusement, c'est devenu un business de la procréation. Et à quel moment ça reste déontologique? OK, on est marketing, les cliniques ont besoin de se faire connaître, les cliniques ont besoin d'user de certains arguments, mais il y a un certain moment où ça devient plus déontologique et c'est ce que nous, on veut mettre en avant. Moi, justement, dans le côté, je rebondis sur ce côté marketing, il y a une chose souvent, c'est qu'on me dit, oui, mais moi, je veux absolument aller dans cette clinique.
Et je dis OK, bon voilà, OK, et pourquoi? Ah oui, mais eux, ils ont ce traitement-là, ils m'ont dit que c'était génial dans mon cas. Alors, il y a 2 choses. D'abord, souvent, ce traitement-là, les autres cliniques l'ont. C'est juste que, ben, elles n'en font pas l'éloge, elles n'ont pas fait un article dessus, elles n'ont pas dit en quoi c'était génialissime, parce que de toute façon, c'est quelque chose qu'elles ont et qu'elles utilisent de manière standard. Donc ça m'arrive souvent arrivé, où des gens me disent, ouais, mais moi, je veux aller dans celle-ci parce qu'ils ont cette technique, et voilà. Mais oui, mais il y a une grande partie des cliniques qui l'ont aussi, et c'est juste que bah, ils l'ont de manière normale, en fait. D'accord? Ça fait partie du truc. Ou alors, et c'est vrai que là, on entend de plus en plus quand même des techniques, alors pas un peu faire désespérer les gens, mais c'est notamment aussi Ivy qui le met en avant, cette technique de PRP, de rajeunissement ovarien. Et nous, on en a discuté avec des gens dans des cliniques. Alors, on le fait quand même parce que, en fait, le problème, c'est qu'on ne sait plus trop quoi faire à un certain moment. Donc, on va faire les études. Si on regarde les études, il y a des évolutions qui sont montrées. Donc, ça pourrait sembler prometteur, mais le problème, c'est qu'au niveau vraiment de la statistique, ce que ça donne comme bébé, ce que, in fine, le taux de naissance, parce que ce qu'on veut finalement, c'est le taux de naissance. On n'a pas forcément besoin qu'un AMH monte, parce que c'est surtout ça dont on parle, c'est l'AMH qui monte. Ben, c'est pas forcément, on a fait avec Fertiline tout un live sur l'AMH parce qu'on disait, ben, c'est pas forcément votre capacité à concevoir. On peut avoir un AMH dans les chaussettes, mais si on a les bonnes attitudes, qu'on travaille la qualité des ovocytes, la qualité de son système hormonal, immunitaire et tout, un bon spermogramme, ça c'est super important, ben, un ovocyte suffit. Oui, mais c'est clair. Voilà. Moi, j'ai des clientes à 0,6 d'AMH qui sont tombées enceintes naturellement et d'autres à 2,53 à 35-40 ans qui galèrent depuis 5 ans. Hein. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est important, c'est la qualité. Là, on avait eu avec Fertiline, parce que c'était vraiment un chiffre je me rappelle, on a eu cette femme qui avait un 0,018. Virginie nous rappelait hier qu'elle avait eu carrément quelqu'un qui avait 0, donc c'était AMH indétectable, qui est tombé enceinte naturellement. Ah ouais. Peut-être qu'elle a été peut-être qu'elle est montée entre-temps. Ils n'ont pas testé au moment où elle est tombée enceinte. On ne sait pas. Voilà. Elle varie quand même un petit peu. Mais on a eu cette personne qui a fait un programme, qui a quand même convaincu son gynécologue de faire une insémination, ce qui est un protocole pas super compliqué. Et voilà. Elle s'est dit, moi, je vais tout miser sur la qualité. Elle est tombée enceinte parce qu'en fait, il suffisait d'un ovocyte. Donc, donc vraiment, alors, le PRP, c'est vrai que ça semble prometteur parce qu'on va rajeunir avec des cellules, le verre, etc. Maintenant, ce qu'il faut quand même tenir compte, c'est que le rajeunissement, on a l'impression que le système reproducteur, c'est à un endroit, enfin, qu'on fait un bébé de un endroit, c'est le système reproducteur. Et en fait, le bébé, lui, il va puiser des choses. Vous savez, le sang, il circule dans tout notre corps. Et avec le sang, tout circule dans tout notre corps. Donc, en fait, quand on veut se donner une deuxième jeunesse, ce n'est pas forcément que sur les ovaires qu'il faut travailler et au niveau local. C'est vraiment un travail qui doit se faire au niveau global, à 360, où on va travailler les micronutriments, on va travailler les perturbateurs endocriniens, enfin toutes les choses qu'on rabâche beaucoup, parce que perturbateur endocrinien dit perturbateur des hormones. Donc, on travaille pour les hormones. Enfin, je veux dire, on va vous donner des hormones, puis ensuite, les perturbateurs vont les perturber. C'est pas ça. Donc, on diminue, on ne peut pas les enlever complètement. Donc, vraiment, l'idée, c'est de se dire, le corps, c'est un tout. Et quand on travaille en local, on va être moins efficace. Et clairement, les recherches ont montré qu'à ce stade, il y a des bons retours au niveau de l'augmentation de certaines choses, certaines valeurs, baissement de la FSH, augmentation de la MH, mais au niveau en termes de naissance, ça n'a pas encore porté ses fruits. Donc peut-être faire ça et peut-être avoir une attitude plus globale en même temps. Oui, parce que de toute façon, que ce soit de la PMA ou pas, la médecine, ça traite un symptôme. Mais en travaillant le terrain, on cherche des causes.
Et donc, du coup, c'est important de travailler la globalité. Et nous, toutes seules, que ce soit en naturo ou autre, des fois, on est limité parce que forcément, sur une AMH à 0, ça peut être compliqué. Mais les Bah, 2 les fonctionnent deux, ensemble. Et les on voit deux, la les deux, médecine qui arrive pas. les deux, on a besoin de la médecine de la procréation, hein, c'est C'est ça. vraiment nécessaire, mais c'est vrai que nous, tout ce qu'on peut aussi apporter à la médecine, enfin, si on apporte le terrain et les gamètes, ben, la médecine va que... Waouh, quoi. C'est ça. Euh, on avait, donc ça c'était un peu les traitements novateurs où moi je dis faites attention parce qu'on a beaucoup d'espoir là-dedans. Alors, ça peut être quand même des traitements qui coûtent cher. Attention vraiment à voir les résultats. Vraiment, déjà demander les études éventuellement. Et puis aussi se dire, est-ce que vraiment, si on rajeunit les ovaires, ça va vraiment avoir une influence sur la qualité des ovocytes. Et ça, pour le moment, comme on ne peut pas juger de la qualité des ovocytes, on ne sait pas en fait. Et la plus grande preuve de la qualité des ovocytes, c'est de pouvoir avoir un bébé in fine. Et pour l'instant, c'est malheureusement pas encore prouvé. Moi, je dis aussi, faites attention ce que j'aime un peu moins. Alors, c'est vrai que ça peut faciliter un voyage vers l'étranger. Comme on dit, le tourisme médical, c'est de prendre une clinique qui propose tout un pack avec hôtel, etc., inclus. Alors, ça peut être rassurant, clairement, mais attention parce que des fois, quand on décortique les choses, quand on se dit, si on prenait l'hôtel de notre côté, qu'on prenait le traitement de notre côté, puis qu'on allait dans une autre clinique qui a peut-être un tout petit peu plus de renommée, en fait, ça nous coûterait la même chose. Et moi, je dis, on peut être, ça peut être quelque chose qui peut être attirant, mais se dire que finalement, la plus-value de la clinique, c'est vraiment le traitement. Chacun Et son métier, hein, ils ne sont pas agence de voyage. Donc, au c'est final, ça. vaut mieux quelqu'un qui se concentre sur les traitements et les méthodes, les techniques, que quelqu'un qui se concentre à vous trouver un hôtel ou un vol, quoi. Tout à fait. Et puis, la dernière chose, c'était aussi, et souvent, c'est des plus petites cliniques qui sont fermées le week-end. Alors moi, c'est quelque chose que je demande souvent. C'est un peu une des premières questions que je pose quand je discute avec des cliniques. Ça ne veut pas dire que le fait qu'elle soit fermée le week-end, qu'elle ne pourra pas donner un bon traitement. C'est juste qu'il faut se rendre compte que ça peut rendre ce traitement un peu plus complexe. Alors, il faut décortiquer pour 2 traitements, notamment la FIV et le don d'ovocytes. En FIV, pour moi, si c'est fermé le week-end, je pense qu'il ne faut même pas y aller. Pourquoi? Parce que tu es d'accord avec moi. Alors bon, de toute façon, vous me direz, souvent en France ou en Suisse, c'est le même combat, les cliniques sont aussi fermées le week-end. Donc, c'est un peu la même chose. Après, si on va à l'étranger, c'est qu'on veut avoir quelque chose de plus. De Donc, mieux. de mieux. Donc, on ne va pas forcément se retrouver dans la même situation. Pourquoi? Parce qu'une clinique en FIV ne peut absolument pas savoir quand la ponction aura lieu et que si un bon médecin... Et voilà. Et si un bon médecin juge qu'il vous faut un jour supplémentaire de stimulation pour avoir le plus d'ovocytes matures, ce serait quand même dommage de ne pas faire la ponction le samedi ou le dimanche si c'est le jour idéal pour la faire. Donc là, clairement, pour la FIV, moi je dirais vraiment ne prenez pas une clinique qui est fermée le week-end. Pour la FIV avec non d'ovocytes, alors c'est un peu moins radical. Parce qu'il est vrai que quand on a des... Alors, de nouveau, les donneuses, en théorie, on ne sait pas non plus quand est-ce qu'elles vont avoir la ponction. Néanmoins, on sait qu'elles réagissent plutôt bien au traitement. Souvent, c'est des donneuses qui ont déjà donné leurs ovocytes, donc on sait comment elles vont réagir. Et dans la plupart des cas, les cliniques arrivent quand même à juger de manière efficace de quand sera la ponction et donc se font de sorte que la donneuse n'ait pas le prélèvement de ses ovocytes pendant le week-end. Du coup,
ça peut être un vendredi et puis du coup, il y a le transfert 5 jours plus tard. Donc, ils font en sorte que la ponction n'est pas pendant le week-end. Moi, ça me met quand même un bémol en me disant, oui, mais si sur cette situation, sur ce cycle-là, on voit qu'il y aurait peut-être besoin d'un jour de plus pour faire une stimulation, puis qu'on ne le fait pas, puis qu'on risque de perdre des ovocytes, voilà, bon, les cliniques savent quand même bien gérer leurs donneuses. C'est quand même plus facile de travailler avec des donneuses qu'avec des patientes à l'étranger, des patientes qui ont pas... Les donneuses sont des femmes jeunes qui ont normalement un AMH élevé, donc on sait à peu près comment elles réagissent. C'est plus compliqué sur des femmes qui ont des diversités très différentes. Mais voilà. Et ce qui peut aussi poser problème, et ça c'est plutôt une question pratique, c'est pour le transfert. Parce que premier transfert, malheureusement, le transfert frais, si vous en avez un, n'est pas un succès. Bon, vous devez revenir pour le tech. Et c'est vrai que c'est quand même pratique de se dire qu'on peut revenir en week-end pour le tech. Donc voilà, ça c'est juste, de nouveau, je ne dis pas que c'est rédhibitoire pour une fille avec don d'ovocytes, mais moi j'aime quand même les cliniques qui sont ouvertes 7 jours sur 7. Ça me rassure aussi que le laboratoire qui est toujours... Alors c'est souvent en équipe réduite, hein, on n'est pas des machines, hein, les gens, voilà, c'est souvent des tournus, c'est comme les cliniques, les hôpitaux. Vous savez qu'il y a des... Quand vous allez en clinique ou à l'hôpital, il y a des gens qui travaillent la semaine, il se passe plein de trucs. Le week-end, il y a deux personnes qui travaillent, quoi. Mais au moins, il y a 2 personnes quand même. Voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu des choses. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions et si tu voulais rajouter quelque chose. Non, là, je pense qu'on a fait le tour. Niveau questions, pour l'instant, j'en vois pas. J'ai répondu au fur et à mesure et on en a parlé. Alors, on voulait quand même peut-être parler de cette clinique, parce qu'on a dit qu'on donnerait des noms aujourd'hui, cette clinique en République tchèque où on a quand même entendu des mauvaises choses, parce que souvent, on me pose des questions là-dessus. Alors, bon, moi, celle dont je parlais tout à l'heure, il y en a 2, mais plus nuancées, c'était Zlin, où il y a beaucoup de gens qui vont à l'hôtel. Donc, souvent, les personnes sont contentes parce qu'il y a l'hôtel. Après, pour moi, les retours sont quand même moins bons. Je ne sais pas ce que tu as, toi, comme retour de Zlin. De Zlin, je ne sais pas comment ça. Zlin, pas trop. Moi, c'était plus Sanus où c'était des retours mitigés. Mais ça reste mitigé. C'est pas cata. Ouais. Et moi, j'en ai même une troisième, c'était Ginem. Ouais, là, les retours sont vraiment très mauvais. Alors, Ouais. elle est très pratique, cette clinique, parce qu'elle est à Prague. Et c'est vrai que c'est quand même plus pratique. On est tout à fait d'accord de pouvoir se poser à Prague, de faire son traitement à Prague. C'est vrai que les cliniques, alors bon, nous, vous savez, on travaille avec Reprofit, c'est un peu plus compliqué, c'est Brno. Mais bon, voilà, c'est pas si compliqué que ça quand même. Il y a des chauffeurs qui peuvent vous faire le trajet, il y a des bus, on peut louer une voiture. Ça vaut des fois la peine de faire D'aller plus loin. d'aller plus loin. Ce qu'il faut quand même savoir, alors, c'est que en fait, Brno, où se trouve Reprofit, alors il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que Reprofit à Brno. C'est une grande ville, c'est la 2e plus grande ville de République tchèque et c'est une grande ville universitaire. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cliniques en fait là-bas parce que les médecins, ils étudient et puis après ils travaillent avec les universités. Donc ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup de cliniques qui se sont implantées vers là-bas en fait. On n'a pas trop de questions. De toute façon, nous, on a été clair. On a été clair. Et peut-être que voilà, il y aura d'autres remarques, il y aura d'autres questions. De toute façon, le live, il va rester disponible là. Le live va être en replay sur le groupe. Et puis, on va aussi l'envoyer par email depuis quelle clinique. N'hésitez pas en tout cas à vous tourner vers nous si vous avez des questions
de choix de la clinique, justement. Alors, on travaille avec certaines cliniques. On est aussi ouvert tout à fait à investiguer sur d'autres cliniques, c'est-à-dire que ça, c'est Julie qui propose une prestation où finalement, elle va vous aider à comprendre les devis, comparer les devis, parce que ça, c'est aussi une grosse chose. C'est peut-être ça, on aurait pu en parler, c'est les devis, parce que en fait, ce qui rend compliqué, c'est que les cliniques intègrent ou n'intègrent pas certaines choses dans leur devis. Donc, et des fois, c'est pas les mêmes noms aussi. Ouais. Donc, c'est pas facile parce qu'il faut pouvoir lire ligne par ligne. Il y a aussi des choses, c'est que certains actes ne sont pas vraiment utiles. Il y a certains plus, les options qui sont honnêtement, on peut vraiment s'en passer. Il y a d'autres options, et nous, on sait quelles options sont importantes, où vraiment, on va vous pousser à les prendre parce que c'est au point tel qu'il y a même des cliniques qui ne l'ont même plus mis en option. Je parle par exemple de l'embryoscope. Il y a beaucoup de cliniques encore qui laissent en option, donc ça a payé en plus, alors que d'autres cliniques l'ont carrément intégré dans leur pratique en se disant, nous, de toute façon, nos taux de succès sont beaucoup plus élevés avec les embryoscopes. On ne veut pas, nous, avoir des taux de succès moindres, donc on va le proposer à tout le monde. Alors, après, je ne sais pas s'ils l'intègrent au niveau tarif dans leur tarif global, mais ça, c'est une option pour moi qui n'est pas... il y a eu quand même des preuves qui ont montré que c'était nécessaire. C'était nécessaire. Voilà. En passant par nous, c'est quasiment inclus dans presque toutes les cliniques partenaires dans le budget, en plus de la remise. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà, ça, c'est des choses. Après, il y a des options qui sont moins nécessaires ou ça dépend des cas, en fait. Ça dépend des situations. Oui, et c'est là où ça au cas par cas. C'est étudié par cas. Et il y a une chose dont je n'avais pas parlé aussi, c'était les longues listes d'examens. Je viens de me rappeler, je l'ai laissé pour plus tard, puis je l'ai oublié. C'était les longues listes d'examens. Alors, ça, j'en avais parlé dans un autre live. La grosse différence entre République tchèque et Espagne, c'est que République tchèque, ils font très peu d'examens et ils examinent en cas d'échec. Espagne, ils aiment d'abord faire beaucoup d'examens et ensuite commencer le traitement. Après, il faut quand même avoir une distinction entre beaucoup d'examens utiles et beaucoup d'examens juste pour les faire. Parce que justement, dans certaines cliniques, celles dont on a parlé au début, il y a des examens qui sont, honnêtement, qui ne sont pas adaptés à chaque personne. Il y a des milliers d'examens qu'on peut faire en PMA. Et souvent, d'ailleurs, j'ai des personnes qui me disent « Mais pourquoi on ne m'a pas dit de faire cet examen avant ?» Tout simplement qu'on a besoin de comprendre un petit peu comment se passe le traitement pour comprendre où on pourrait vous proposer un examen, parce qu'il y a une telle longue liste. Déjà, ça serait super cher de faire tous les examens. Et justement, il y a certaines cliniques qui, pour gagner du temps, pour notamment faire les examens chez elles, vous demandent de faire les examens avant de faire le traitement. Et là, très honnêtement, non. Il y a des examens qui sont nécessaires, il y a les examens de base, il y a des examens qui sont plutôt bons à faire, effectivement, puis il y a des examens qui sont utiles vraiment que dans certains cas. Et les données en liste comme ça, là, c'est souvent de les faire dans la clinique pour que ça soit encore quelque chose à rajouter financièrement. Donc, attention aussi aux examens. Alors, nous, on n'est pas là pour vous dire faites ou pas un examen parce que, in fine, c'est le médecin, mais on peut quand même discuter avec vous de quel examen, ce qu'on va chercher avec l'examen, et si dans votre situation, est-ce que c'est vraiment ça qui serait la première hypothèse parce que les médecins, Dixit un médecin, les médecins travaillent sur des hypothèses, ils n'en savent rien. Donc, ils vont faire des hypothèses en se disant, voilà, dans ce cas-là, on a plutôt tendance à incriminer ça, ça, ça. Et quand on fait des hypothèses, on peut discuter ensemble et se dire, voilà, selon cette hypothèse, cet examen a vraiment du sens ou peut-être un tout petit peu moins. Et après, c'est à vous de juger, vous préférez quand même le faire parce que vous préférez tout checker ou c'est préférable peut-être de se dire, on tente un transfert sans faire cet examen et puis le faire plus tard. Là, on nous disait, est-ce que ce n'est pas une preuve de sérieux de demander aux femmes et hommes de faire tous les examens nécessaires avant d'éviter les fausses couches? Donc, effectivement, dans des antécédents, si on a fait 4 ou 5 fausses couches avant, pourquoi pas? Après, de nouveau, ça dépend de quel examen, de nouveau, parce qu'il y a certains examens où
c'est pas ces examens-là. Alors oui, je discutais l'autre jour avec quelqu'un par rapport au cariotype, par exemple, de la femme. Alors, c'est plutôt en FIV, hein, pour le don d'ovocytes, on ne va pas forcément le demander, ou même de l'homme, mais quand il n'y a pas un spermogramme qui est altéré, dans la plupart des cas, honnêtement, on n'a pas de problème avec le cariotype de l'homme. C'est à voir. Et de nouveau, faire tous les examens, si on ne sait pas vraiment comment se passe votre cycle. Après, si on analyse votre dossier, et c'est là ce que dire, si on analyse, si le médecin prend le temps d'analyser votre dossier et vous dit faites tous les examens, alors là, oui. Mais ce que je veux dire, c'est la longue liste d'examens que vous aurez pas comme ça sans voir votre situation. C'était plutôt ça que je disais. Oui, c'est le mail à envoyer après le rendez-vous d'info sans avoir vu votre dossier. C'est ça. Et là, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Et c'est vrai qu'en République tchèque, alors moi j'en avais parlé avec Reprofit, parce que c'est vrai que c'est une super grosse différence. Et c'est vrai parce qu'on le voit, hein, dans 80% des cas, on ne trouve rien dans les examens. Quand on fait les examens en Espagne, on ne trouve pas grand-chose. Après, c'est vrai que si on va faire un Matrice Lab, un ERA, on trouve souvent des choses parce qu'on est souvent en surimmunité, sous-immunité, mais ce n'est pas forcément les examens dont on parle, parce que le Matrice Lab, ce n'est pas ce qui est en première intention. Ce qu'on parle au niveau des intentions, c'est notamment les cariotypes, etc. Et vraiment, le cariotype, dans la majorité des cas, il est bon. Alors, voilà. Pour les mutations, oui, le carrière test. Ça, de nouveau, le carrière test, ça peut être quelque chose d'intéressant. Il y a un contre à ça, c'est le côté il y a plusieurs contres. Il y a le côté financier, il y a le côté qu'on ouvre une boîte de Pandore, après c'est beaucoup d'analyses qu'on doit faire chez l'un, chez l'autre. Et le souci du carrière test, c'est que finalement, on va étudier selon le carrière test, il y a plusieurs types, seulement un certain nombre de maladies monogéniques, d'accord? Mais il en restera toujours, en fait. On ne peut pas écarter tous les risques. C'est vrai que si on veut diminuer les risques, ça vaut la peine éventuellement de faire un carrière test. Après, c'est des statistiques, c'est-à-dire qu'on va vous proposer de tester les 300, les 600 maladies les plus fréquentes dans la population. Et qu'est-ce qui se passe si vous avez la maladie qui est en numéro 700 ? Voilà, donc c'est rassurant. Après, quand on fait un bébé ensemble, on ne fait pas de carrière test. Et pourtant, la probabilité d'avoir un problème est tout autant quand on fait un don d'ovocytes, en fait. C'est juste ça. Mais je comprends que quand on fait un don d'ovocytes, on veut c'est rassurant. C'est clair qu'idéalement, il faudrait faire un carrière test, il faudrait faire un diagnostic préimplantatoire. Mais voilà, ça rajoute des coûts. C'est pareil. Est-ce que sur un don d'ovocytes, le DPI est vraiment... Alors, il y a certains médecins qui disent non parce que les donneuses sont jeunes, donc il n'y a pas besoin. Alors moi je dis oui, mais bon, il y a quand même monsieur dedans. Je veux dire, c'est 50-50. Hein. Donc oui, la donneuse, elle est jeune, mais monsieur, on sait quand même qu'à partir de 40 ans, les anomalies, même 35 ans, et même plus tôt, hein, parce que ça dépend de beaucoup de choses. Alors le mode de vie. Le mode de vie, exactement, les anomalies chromosomiques, ça dépend. Et même si le spermogramme est bon, hein, on tient bien le dire. Donc du coup, mais on va dire que si monsieur est jeune, qu'il a un bon spermogramme, on va dire, non. Si monsieur est un peu plus vieux, que son spermogramme n'est pas top, ça peut avoir du sens. Moi, je le conseille très souvent, si monsieur a au-delà de... Alors, 40 ans, ça va, mais au-delà de 45 ans, moi, je dis, mais vraiment, c'est comme les femmes. Enfin, on veut dire, une femme qui fait une FIV au-delà de 45 ans, normalement, elle fait un diagnostic préimplantatoire, sauf si elle a quasiment aucun embryon, puis là, on fait un transfert assez rapidement en se disant, on prie que ça tienne, quoi. Voilà. Pour le don, après, on sait que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas d'anomalie chromosomique, on a moins de pourcentage. On sait que pour même une femme à 20 ans a quand même 25% de ses ovocytes qui comportent des anomalies génétiques. La nature est bien faite, c'est que souvent, tout simplement, ces ovocytes ne sont pas fécondés, ça fait même pas des fausses couches, c'est avant la fausse couche.
Voilà, donc plus on avance dans l'âge, plus le nombre d'anomalies augmente. Et c'est pareil chez monsieur, et le mode de vie important. Quelqu'un qui fume, qui boit, qui fait beaucoup de sport, ça peut être aussi, on me pose la question, ça peut paraître sain de faire du sport, mais c'est le stress oxydatif. Donc un homme qui fait vachement de sport, qui fait notamment du vélo, frottement, chauffement d'espace, c'est les sièges chauffants, il y a plein de choses comme ça auxquelles on ne pense pas. Bah, ça peut faire abîmer le sperme. Et ce qui dit abîmer le sperme, c'est abîmer l'embryon. Et du coup, le diagnostic a un sens. Mais ça peut être souvent en deuxième intention, c'est-à-dire que on peut faire un don sans faire un diagnostic préimplantatoire parce qu'il y a quand même moins de risques. Et puis, si ça ne marche pas, on a souvent le cas de personnes où on fait 1, 2, 3 transferts, ça ne marche pas. Ben là, on se dit, bon, on va déjà étudier les embryons. On étudie les embryons, on voit qu'il y en a quand même qui sont bons, là, on va étudier le système immunitaire. C'est toujours de là. Et les médecins, c'est pareil, c'est toujours des hypothèses et on étudie au cas par cas. Au fur et à mesure. Voilà. Oui, on a besoin de se rassurer. C'est vrai qu'on a besoin de se rassurer. Et heureusement qu'il y a... Là, c'est vrai qu'il y a l'aspect psychologique, l'aspect financier, et ça, c'est aussi à vous de juger ce qui est important pour vous et ce qui est important de se rassurer. Et le discours est différent selon le passé aussi. Hein. Si on a des fausses couches à répétition, si on a vécu des choses plus ou moins longues, plus ou moins difficiles, on a besoin de se sécuriser, clairement. Bon, voilà. Donc, nous, on est là si jamais vous avez des questions et pour vous accompagner. Julie aussi pour le côté un peu plus psychologique pour vous soutenir dans cette épreuve avec la sophro. Et puis nous, on ne peut que vous recommander aussi de préparer tous vos traitements parce que ça, c'est aussi un facteur de réussite. Et malheureusement, ça, c'est ce que néglige. Ce serait pour moi la plus grande négligence des cliniques. Je ne vais pas le dire parce que sinon, ce serait tout. De vous dire, de ne pas vous dire, mais parce que simplement, elles ne le savent pas, elles ne savent pas comment faire. En fait, tout simplement. Mais de plus en plus, toi aussi, tu es contacté par des cliniques qui veulent, que ce soit toi pour ta pratique en naturo, que ce soit Fertiline, parce que les cliniques sont conscientes de ça, n'ont pas forcément les outils et du coup délèguent à l'extérieur pour la préparation. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que voilà, préparer votre traitement, c'est augmenter vos chances de réussite et souvent aussi, et notamment aussi améliorer la santé transmise à l'enfant. C'est ça. Parce que le problème, c'est qu'on vient souvent nous voir après 2, 3 échecs. Et du coup, ça serait mieux de se préparer avant. Ouais. Aux États-Unis, c'est leur priorité. Hein. Quand on est à 30 000 € la FIV, c'est de là où vient ce courant finalement de médecine intégrative et autres, parce qu'aux États-Unis, on ne peut pas imaginer, c'est comme, de toute façon, et c'est une autre psychologie, c'est comme un marathon, on ne va pas se mettre sur la ligne, moi je répète toujours le marathon, mais je trouve que c'est tellement représentatif, on va se mettre sur une ligne de marathon sans se préparer, sans faire un effort nutritionnel, sans prendre des compléments alimentaires, sans faire attention à son sommeil, sans faire attention à les plus grands sportifs font de la méditation, font de l'hypnose, alors sophro, je ne sais pas, mais en tout cas, ont des techniques pour les accompagner. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi. Donc, il faut vraiment vous dire que vous êtes comme un de ces coureurs ou un de ces tennisman qui c'est une compétition que vous devez tenir et c'est important de la réussir et vous préparer, c'est une des clés, clairement. Super, bon, merci beaucoup et puis on vous dit à très bientôt et au plaisir. Ah oui, et puis la semaine prochaine, on retrouve le directeur de la clinique Ferticentro pour parler du don d'ovocytes et de la FIV au Portugal. Au Portugal, je vais y arriver, je suis un peu fatiguée. Au Portugal, c'est vendredi. Au revoir.